Mesdames et messieurs les représentants des médias, honorables invités, au nom du chef d'état-major général des armées, je vous souhaite la bienvenue à ce premier point de presse que j'ai l'honneur de tenir depuis ma prise de fonction à la tête de la DEPA. Permettez-moi avant tout propos de vous présenter mon adjoint, le contrôleur principal Aïssada Touré, qui m'accompagne désormais dans cette mission. Avant d'entrer dans mon propos, je vous invite avec moi à observer une minute de silence en la mémoire de toutes les victimes du terrorisme au Mali, civils et militaires, parmi lesquels le regretté ministre et général d'armée Sadio Kamara. Notre rencontre ce matin a pour objet de perpétuer la tradition d'un rendez-vous régulier avec les médias dans un climat serein, sincère et de confiance, dans le dessein unique de servir au mieux d'informations aux Maliens et de servir notre pays, le Mali. Aujourd'hui, nous souhaitons vous donner une lecture claire de la situation sécuritaire des mois de juin et juillet 2026, parler des principaux résultats obtenus par des FAMA et de la dynamique actuelle des opérations, sans entrer dans les détails susceptibles de compromettre la sécurité des forces et celle des opérations. Permettez-moi, avant de commencer par le courant décliné par le maître de cérémonie, de revenir sur le point d'actualité de ce week-end qui illustre parfaitement le contenu de ce dont nous allons parler ce matin. Il s'agit de la tentative d'attaque à 100 du 23e régiment d'infanterie. Cette attaque a déjà été largement et dans les détails commentée par son commandant, le lieutenant-colonel Tadou Mourani. Donc, je n'y reviendrai pas dans les détails. Mais cet épisode mérite d'être rappelé et replacé dans son contexte, car il illustre la dynamique imprimée en ce moment. En effet, malgré les moyens importants engagés par l'ennemi, cette action n'a aucune chance réelle de lui permettre de tenir le camp. D'ailleurs, ce n'était pas le but recherché. Le rapport de force dont il était parfaitement conscient ne lui permettait tout simplement pas d'envisager un tel succès. Ce que recherchait l'assaillant, c'était autre chose. Un fou d'éclat, rapidement filmé et diffusé, au prix des pertes humaines et matérielles lourdes qu'il était prêt à supporter. Et nous le verrons tout le long de mon propos, c'est devenu une véritable signature de l'ennemi aujourd'hui, des actions perfides immédiatement amplifiées sur des médias et réseaux. Entrant dans mon propos, les activités du mois de juin et juillet ont été marquées par une intensité opérationnelle soutenue sur l'ensemble du territoire national. Mais cette période ne se comprend mieux et vraiment qu'en la replaçant dans une séquence beaucoup plus large qui a été ouverte le 25 avril 2026. Les attaques subies ce jour-là ont constitué une douloureuse épreuve pour notre pays. Mais elles ont aussi accéléré une évolution que nous, FAMA, avions déjà engagée sur le plan doctrinal. Il ne s'agit plus pour les forces armées maliennes de simplement réagir au coup de l'ennemi. Il s'agit surtout aujourd'hui de reprendre l'initiative, d'obliger l'ennemi à se découvrir, d'aller à son contact, de réduire durablement sa liberté de manœuvre, donc le cantonner dans ses derniers retranchements. Et c'est tout le sens du plan de Rouboloko. Je disais tantôt que c'était un plan qui avait été envisagé depuis avril 2025, mais dont les événements du 25 avril 2026, que les événements d'avril 2026 ont accéléré.
De quoi s'agit-il? Il s'agit de rétablir l'État malien dans ses fonctions sur l'ensemble du territoire, de protéger les personnes et les biens, de rouvrir et de sécuriser l'ensemble des routes et faire reculer durablement la menace terroriste. Cette manœuvre se déploie aujourd'hui sur les trois théâtres de l'opération Dougolopo, le théâtre Est, Centre et Sud. Avec l'appui précieux des partenaires russes d'Africa Force, engagés à nos côtés dans un partenariat de combat. Face à cette pression accrue, la coalition terroriste JNIM-FLA, très éprouvée par les pertes qu'elle a subies, a dû changer de méthode. Elle se tourne désormais vers les exactions contre les populations civiles non dociles, les attaques opportunistes, l'exploitation des contraintes de la saison des pluies, un recours croissant aux drones et l'activation du relais locaux. L'ennemi recule, il use à présent de méthodes de guérilla et investit aussi dans le champ des perceptions. Cette dynamique s'inscrit également dans un cadre régional renforcé. Le 11 juin dernier, vous l'avez certainement suivi, s'est tenue la cérémonie de passation de commandement de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel, qui traduit la volonté des États de l'AES de mieux coordonner leur réponse face aux menaces communes. Sur les trois théâtres, je disais, en commençant par le théâtre Est, qui couvre Gao, Meneka et Kidal, le fait marquant de la période est sans conteste la victoire des Fama à Néfis le 9 juillet. Et cette victoire obtenue quelques jours après la destruction de la base logistique ennemie de Tahalandak et la neutralisation à cette occasion de plusieurs centaines de terroristes. Dans cette épopée, seul l'approchage de Tabrishat, momentanément contrarié la progression d'un convoi descendant d'Anefis à Gao. Mais il faut savoir que même là, la riposte a été foudroyante et le convoi reconstitué est arrivé à destination dans lui-même de la patrie. À la fin du mois de juillet, une colonne terrestre que nous avons baptisée la Grande Marche vers Gao, dont l'ennemi avait parfaitement l'information, a ouvert et sécurisé cet axe essentiel. Malgré tous les moyens mis en œuvre, les moyens à distance, les drones, les engins explosifs improvisés, les tentatives de sabotage, qui sont en général l'œuvre de relais locaux instrumentalisés, à aucun moment, l'ennemi n'a osé affronter cette colonne en face. Et cette colonne est arrivée à ravitailler l'ensemble des emprises du Nord. Sur le théâtre centre, qui couvre Sebo, San, Mopti, Bandiagara, Viransa, Tomoktu et Taoudeni, la séquence de l'attaque de Ti et de Kona dans le sillage des attaques ornées du 4 juillet ont retenu notre attention. L'offensive, à cette occasion, des Fama, la réponse des Fama a mis en déroute totalement l'ennemi. Le même jour, avec une quarantaine de terroristes neutralisés, d'importants matériels de combat et de communication saisis ou détruits. Sur ce théâtre, Ouaprou reste pour sa part un point d'attention particulier en raison de sa situation géographique, notamment en saison des pluies, et les opérations de sabotage dont l'ennemi a sans cesse recours. Mais je puis vous assurer que les opérations et la pression s'y exercent sans relâche. Sur le théâtre sud, qui couvre notamment Kaï, Sigasso et Pulukoro, l'effort a surtout porté sur la destruction des sanctuaires terroristes implantés dans les massifs forestiers. Vous avez tous vu des images de Kenenkou, de Nyamina, de Soussan, du Baoulé, de la Faya, toutes ces forêts dans lesquelles des femmes ont investi et où ils ont détruit tous les sanctuaires identifiés. Et
Et à cette occasion, des centaines de terroristes y ont été neutralisés. Le deuxième axe d'effort sur le théâtre sud a été la sécurisation des convois. Nous allons en parler un peu plus bas. Et l'initiative de l'attaque de Sandarit a coûté cher à l'ennemi, qui a subi de très lourdes pertes aussi à cette occasion. En résumé, sur l'ensemble des trois théâtres, l'aviation a joué un rôle multiplicateur décisif, avec 1535 sorties. Vous voyez les images sur le PowerPoint. 5336 heures de vol, 307 frappes ont été comptabilisées par l'aviation dans cette période, appuyant les troupes terrestres. Le bilan cumulé s'est établi à 1850 terroristes neutralisés, 45 bases détruites, 153 pick-up, 11 véhicules blindés, plus de 230 motos ont été mis hors d'usage. Un ennemi frappé aussi durement dans sa structure, dans ses réseaux, dans ses sanctuaires, ne recule pas de son plein gré. Il se disperse, il se rabat et compte sur des actions de nuisance. Il est important, pour comprendre la période que nous examinons, de revenir sur la séquence du Pax au 10 juillet. Un pari que l'ennemi a tenté et un pari pour le béret qui a échoué. Dans cet épisode, mais je pense y arrêter un instant, car il n'avait rien d'improvisé. Par la simultanéité des attaques sur à peu près 7 à 8 lieux géographiques simultanés sur le théâtre, sur tout le théâtre, ces attaques visaient à saturer nos dispositifs, à disperser nos efforts, à desserrer la pression que les FAMA imprimaient dans le nord et à contrecarrer l'offensive qui s'y préparait. Le choix du site Taguelok dans la liste des embruns attaqués n'était pas anodin. Il cherchait en creux, donc indirectement, à raviver dans la mémoire collective le traumatisme de janvier 2012, à faire voir qu'un tel scénario pouvait encore se répéter au Mali. Ce pari a échoué. Parce qu'en 2026, les forces armées maliennes ont tenu leur position, poursuivi la manœuvre, ont tenu à l'éfice. Et au terme de la séquence, la coalition terroriste FLA n'a pas atteint cet objectif stratégique. Elle n'a ni interrompu la conduite du plan du Bukoloko, ni réussi à reprendre en EFIS, ni paralyser les mouvements de ravitaillement de nos forces sur le théâtre. Je disais plus haut que parmi les activités des femmes, outre les opérations, beaucoup d'activités d'utilité publique ont été menées, parmi lesquelles le convoyage de l'escorte de beaucoup de convois d'intérêt économique. Il vous souviendra que il n'y a pas longtemps, on a parlé du blocus de Tomapo. Ça faisait partie d'une campagne informationnelle imprimée à la suite des attaques du 25 avril, faisant croire que Bamako était asphyxié, Bamako était bloqué. Et depuis cette séquence, la réalité du terrain a totalement démenti, les faits ont totalement démenti ces récits. Du 1er juin au 31 juillet, les forces armées maliennes ont escorté 15 589 citernes de carburant à travers le territoire. On se souvient aussi de ce convoi de 550 camions de marchandises en Caille et Sandaré le 23 juin. On se souvient aussi des 901 citernes arrivées à Bamako de Fonju en provenance de Kadiana. Au-delà de ces convois commerciaux, nos forces ont également soutenu et continué les forces ont également soutenu la continuité des services publics essentiels, notamment en matière d'eau, d'électricité, en matière de dépannage d'ouvrages, en matière de sécurisation des foires hebdomadaires dans nos contrées qui font vivre les économies locales. L'armée de l'air aussi a, pour sa part à cette occasion, transporté 4804 passagers, plus de 201 tonnes, donc 201 000
kilos, 201 000 et 201 000 kilos de fret au profit direct des populations. Pour se régénérer, ils n'ont plus d'autre choix que de se tourner vers des mercenaires étrangers et d'instrumentaliser les mineurs. C'était un aveu de faiblesse. Deuxième point à retenir, une action ponctuelle n'est pas une victoire. L'ennemi peut surprendre. C'est le propre de la guerre asymétrique. Mais il ne peut plus tenir le terrain qu'il attaque. Chaque action, très souvent désespérée et sans lendemain, c'est en réalité un seul objectif. Nourrir une caméra, mais pas de prendre une position, ni de la gagner. Troisièmement, cette guerre se joue aussi de plus en plus dans l'espace informationnel. L'adversaire cherche à transformer chacune de ses actions en récit, à amplifier la peur, à installer le doute. Je le rappelle avec force, une vidéo seule ne constitue jamais un bilan. Une photographie ne dit ni le lieu, ni la date, ni les circonstances réelles d'un événement. Un chiffre diffusé par une source anonyme ne devient pas exact simplement parce qu'il est massivement partagé. Ceci dit, ce terrain de confrontation ouvert par un ennemi choisi par lui, nous l'investirons. La guerre informationnelle et celle des perceptions sera menée. À l'instar de celle sur le terrain, nous répondrons systématiquement à l'ennemi, mais nous ne serons pas prisonniers de son tempo. Comme sur le terrain, nous imposerons notre agenda. Notre récit est celui de la réalité du terrain. Face à cette propagande de l'ennemi, notre réponse ne sera jamais la précipitation ni la surenchère, mais la diffusion régulière et compte d'une information vérifiée, précise, basée sur la réalité du terrain, dans le respect de la sécurité des opérations, la protection et la dignité du personnel engagé. C'est notre arme la plus solide, c'est ce que nous devons aux Maliens. Pour conclure, mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, je dirais que les mois de juin et juillet confirment la solidité du dispositif mis en place par les forces armées maliennes depuis le tournant du 25 avril 2026. Face à un ennemi qui s'acharne mais qui, dans le même temps, s'épuise, les femmes ont su garder l'initiative, reprendre du terrain, tenir des axes et continuer d'affaiblir les capacités adverses. Notre objectif reste le même, restaurer partout l'autorité de l'État, la sécurité des populations et la libre circulation. L'état-major général des armées salue le soutien constant des flux aux autres autorités de l'État qui se traduit par le recrutement, la formation, l'équipement et la mise à disposition politique de tous les moyens nécessaires à la montée en puissance des forces armées maliennes. Je veux ici saluer la résilience du peuple malien qui, depuis plus d'une décennie, consent le lourd sacrifice sans jamais faiblir dans son soutien aux forces de défense et de sécurité. Je m'incline au nom du chef-d'état-major général des armées avec respect devant la mémoire de nos soldats tombés au champ d'honneur. Et j'adresse à leurs familles, en votre nom et au mien, notre plus profonde compassion. À nos blessés, j'adresse les vœux les plus sincères de complet rétablissement. À nos frères d'armes actuellement en captivité, je veux dire que tout est mis en œuvre pour qu'ils retrouvent au plus vite la quiétude de leur foyer. Unis nous vaincrons. Je vous remercie.